nous leur consacrons un tiers de notre temps. Smartphones, tablettes, télévision, ordinateurs, les écrans ont envahi nos vies. On est tout le temps fourré sur son téléphone. Moi, j'arrive pas à tenir une journée. Dans mon lit, devant la télé, aux toilettes. Chaque jour, nous sommes bombardés par des dizaines de notifications, d'infos et de vidéos qui ciblent parfaitement nos goûts et nos envies. C'est un peu le mythe ambiant, c'est que si je regarde ma série Netflix, c'est parce que je l'ai décidé. C'est plus complexe que ça. Il y a des possibilités de manipulation de l'attention qui sont très bien établies, très bien connues, et il faut que tout le monde soit au courant. Derrière les écrans, des algorithmes ont pris le contrôle de nos cerveaux. Ces supercalculateurs ont été créés pour capter notre attention et nous maintenir toujours connectés. Notre attention, elle est recherchée en permanence par ces grandes plateformes, juste pour une seule chose, c'est augmenter leur chiffre d'affaires. Tu peux jouer à ton téléphone? Non. Bah pour la peine, moi je vais regarder la télé. On a du temps volé à plein d'activités, les interactions intrafamiliales, des activités ludiques, le sommeil, et puis on a ce bombardement sensoriel constant. C'est vraiment des sons, des images qui viennent vraiment taper le cerveau. Cette drogue numérique agit directement sur le cerveau, en particulier des enfants, et peut entraîner des troubles de l'attention, du langage, des problèmes d'agressivité, de sommeil. Est-ce que tu trouves que c'est mieux que de regarder qu'un petit peu ou t'es fâché après moi parce que j'ai dit que tu regardais trop? On se retrouve avec des enfants qui n'ont pas de langage mais qui vont répéter ce qu'ils ont entendu à longueur de temps sur l'écran. Et ça, c'est un diagnostic simple pour nos médecins. Alors que nous étions déjà au bord de l'overdose, un événement inédit a brutalement changé la donne, nous précipitant encore plus loin dans cette dépendance numérique. Comment évolue le virus à travers le monde? L'OMS porte la menace à un niveau très élevé. Les règles de confinement sont durcies et les contrôles renforcés. L'heure du confinement va durer, prévient le Premier ministre. Connecter pour travailler, rester en contact avec la famille, prendre des nouvelles des amis, se divertir. Avec le confinement, notre exposition aux écrans n'a jamais été aussi forte. Vous savez, c'est comme dans ces épisodes de Star Wars où on passe en hyper vitesse et tout d'un coup tout s'accélère. Notre rapport aux écrans et à l'économie de l'attention, il est passé dans cette vitesse-là. Et le problème, ça va être le retour à la normale. Sommes-nous condamnés à vivre toujours plus connectés? La surexposition aux écrans est-elle nocive pour le cerveau? Comment se libérer de cette emprise numérique qui a colonisé nos vies? Une fin d'après-midi dans la région lyonnaise, quelques jours avant l'épidémie de coronavirus. Certains soirs après l'école, Apolline et Louis rentrent à la maison juste avant leurs parents. Ils ont du temps pour eux, un espace de liberté dont ils savent exactement quoi faire. Tu peux jouer à ton téléphone? Non. Pourquoi? Ça tue les neurones. Ah, très drôle. C'est vrai? Bah... Pour moi, ça tue pas les neurones. Ah, pourquoi? T'es un magicien? Non, c'est parce que je suis habituée. Bah pour la peine, moi je vais regarder la télé. Et toi, t'as pas le droit de regarder la télé puisque t'es sur ton téléphone. Je t'ai dit de pas regarder la télé. Louis n'a pas accès à Internet. Alors, quand ses parents rentrent du travail, une négociation s'engage. Coucou. Ça va? Maman? Oui. On va voir la connexion. Tu peux attendre un petit peu, s'il te plaît? Oui, s'il te plaît, maman. On regarde les notes? Bah vas-y. Pour les parents d'Apolline et Louis, la règle est claire. La connexion, c'est seulement si les résultats scolaires sont bons. Il a bien compris très rapidement le système de partage de connexion.
Et c'est la première chose qu'ils demandent quand on arrive. Donc la première chose qu'on fait, comme ils nous demandent le partage, nous on regarde les notes. Et là, en l'occurrence, on voit si effectivement on peut lui laisser un petit peu de souplesse pour le week-end. J'ai eu 12,5, un 20. T'as eu ton résultat de maths? Oui. Tu le sais que t'as eu 9? Oui. T'as vu les erreurs ou pas? Oui. C'est que t'avais pas appris. Donc là, pour le moment, on va peut-être un peu calmer le Wi-Fi. Donc je vais pas te mettre de partage. Tu vas attendre un peu et on verra plus tard. Ok? Se lave les mains et à table? Pas de tablette non plus pendant les repas. Dans cette famille, on limite l'exposition aux écrans. Apolline, elle a énormément de mal de se détacher de la télé. Il faut vraiment qu'on répète à plusieurs reprises, qu'on l'appelle à plusieurs reprises pour qu'elle se détache. C'est pour ça qu'on a mis des règles en place, pour qu'il garde un contact, un moyen de communication avec les autres, qu'on puisse, comme là ce qu'on est en train de faire à table, communiquer entre nous, avoir toujours un échange physique. C'est très important de garder cet esprit-là. Mais en cette veille de vacances, les parents d'Apolline et Louis ne savent pas encore qu'un événement va balayer tous leurs principes. Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Allô? Je vous entends plus là, on vous entend plus. Là, vous nous entendez? On n'entend pas. Allô? Hey! Coucou? Ça va? Pendant 2 mois de confinement, à cause de l'épidémie de coronavirus, les écrans ont permis de rester en contact avec la famille et les amis et de travailler à distance. T'as lu que la page 51? Oui. C'est une blague? Non. Grâce à la connexion illimitée, Apolline et Louis ont poursuivi leur scolarité. Mais le temps d'écran quotidien est monté jusqu'à 7 heures. Et ce n'est pas vraiment ce qui était prévu. La phrase se termine. C'est une période pendant laquelle tous les principes ont volé en éclats. Ça a fait l'effet d'une bombe. Et on était la veille à une connexion à des plages horaires bien spécifiques. Et du jour au lendemain, on est passé à du libre service. Pour Apolline, prends mon téléphone, va avec ta copine ou bien fais ton jeu. Et puis Louis, je te mets du partage et puis tu joues avec ton cousin, quoi. Comme dans la plupart des familles françaises, confinement a rimé avec relâchement. On squatte le hangar et puis après c'est bon. Ce qui n'a pas déplu à tout le monde. Pour moi, le confinement, c'est beaucoup plus de partage, de connexion, beaucoup plus de temps libre aussi et beaucoup plus de plaisir. Parce qu'on est plus renfermé. Du coup, on a l'occasion de jouer beaucoup. Et ça, j'aime bien. Pendant le confinement, l'industrie du jeu vidéo et les réseaux sociaux ont battu tous les records de connexion. 40% de temps supplémentaire en moyenne pour les Français. Bien loin devant le télétravail et les cours à distance. C'est très facile d'augmenter la consommation d'écran récréatifs. C'est très difficile de la diminuer. Et ces écrans-là, ils sont très addictifs. Il y a vraiment une accoutumance. C'est-à-dire que, notamment chez l'enfant, quand il a mis le doigt dedans, il se fait rapidement manger le coude, l'épaule et le bras. Nous sommes, plus que jamais, sous l'emprise des écrans. Réseaux sociaux, sites marchands et industrie du jeu se disputent tous notre attention. Le temps passé devant les écrans est devenu le moteur d'une nouvelle économie. Ces plateformes utilisent des outils numériques très intrusifs pour capter notre temps de cerveau disponible et nous sommes tous concernés, même les générations qui ont grandi sans Internet. En France, 70% des seniors possèdent un compte sur un réseau social. Avec la combi, ce qui peut être bien, c'est les baskets. Sylvie, grand-mère blogueuse spécialisée dans la mode, a ses habitudes dans cette boutique bordelaise. Une fois par semaine, elle organise un essayage pour une séance photo. Moi, ça, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est top. Ouais, puis ça change. Ouais. Vous avez vu combien il faut être pour habiller une blogueuse? Ouais. Cool. Allez, galope. Sylvie est une adepte d'un célèbre réseau social de partage de photos et de vidéos. Cette grand-mère ultra connectée peut se targuer d'avoir 15 000 abonnés. C'est hyper joli, ça. Du coup, je t'envoie ça, je pense que tu les auras d'ici demain ou après-demain. Ça te va?
Ok. Cool. Bisous. Alimenter un blog, c'est quasiment un travail à plein temps. Il faut télécharger les photos envoyées par Laure, la photographe, choisir la meilleure et la poster sur le compte. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Donc, je vais partir sur celle-là. Sylvie passe au moins 4 heures chaque jour devant son ordinateur ou sur son téléphone portable. Elle reconnaît une certaine dépendance aux écrans, en particulier aux réseaux sociaux. On peut parler d'une forme de dépendance. Et en fait, cette dépendance, elle vient du fait qu'il y ait des likes et que, donc, en fait, on attend les likes, voilà. J'essaye de tempérer ce besoin parce qu'en fait, on n'a pas de vie et on est tout le temps fourré sur son téléphone. Moi, j'arrive pas à tenir une journée. Cette envie irrépressible d'être toujours connecté ne doit rien au hasard. Car pour capter notre attention, les industriels du numérique ont développé des algorithmes qui analysent sans cesse nos comportements pour nous séduire. Mélie Larocque est designer numérique. Elle connaît bien ces techniques de manipulation de notre cerveau. Il lui est arrivé de les appliquer pour certains clients. La clé, pour prendre le contrôle de notre volonté, c'est la notification. On en reçoit une 50aine par jour. Elles sont souvent associées à une récompense. Les notifications agissent comme une drogue pour le cerveau. Le cerveau humain est très sensible à ça, à la reconnaissance. Donc, par exemple, mes amis like ma photo, ça va me donner envie d'en partager plus. Et donc, voilà, je vais continuer à consommer et à passer du temps sur cette plateforme. Chaque fois que nous recevons une notification, notre cerveau libère une dose de dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La satisfaction est fugace, mais les neurones en gardent le souvenir. Nos écrans sont alors assimilés à ces shoots de petits plaisirs. On a enfoui dans notre cerveau un système qui est là pour déclencher ce qu'on appelle des comportements d'approche vers ce qui est immédiatement gratifiant, stimulant, nouveau, amusant, etc. Et on le voit bien à l'œuvre, hein, je veux dire, on a un petit moment de vide et tout d'un coup on va aller regarder si on n'a pas un petit like ou un petit truc nouveau, rigolo qui se soit passé dans les nouvelles. C'est cette petite sensation-là qu'on peut tous ressentir, de petite excitation. Ça, c'est l'action du circuit de la récompense. Ces décharges de dopamine rythment notre vie quotidienne. En moyenne, nous déverrouillons notre téléphone 220 fois chaque jour. Nous ressentons même une certaine anxiété quand il reste silencieux. La clé de notre dépendance aux écrans est ancrée au plus profond de notre développement cérébral. Trouver de l'information dans notre environnement, c'était une question de survie. Donc notre cerveau, il a été construit notamment pour trouver de l'information. Et quand on trouve une information, on est content. Donc on a cette stimulation du système de récompense. Et le smartphone et les réseaux sociaux, par exemple, tapent directement là-dessus. C'est ce que les anglo-saxons appellent FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. On le voit bien, il suffit de faire l'expérience, essayer de traverser une route en fermant les yeux. On va pas le faire parce qu'on sent qu'on se prive d'informations qui sont essentielles. Et le fait d'éteindre son téléphone, de ne pas l'avoir à proximité, va finalement créer une impression qui est finalement assez analogue, qui est de se priver d'informations qui sont essentielles. Et donc ça peut créer le même type d'angoisse que celle qu'on peut avoir quand effectivement on est dans une situation où il faut absolument regarder autour de soi, mais on ferme les yeux. L'angoisse de l'écran éteint sert parfaitement les intérêts de l'industrie numérique, car son modèle économique est fondé sur le temps de connexion. Plus nous passons de temps devant nos écrans, plus les plateformes s'enrichissent. C'est vraiment le temps passé qui génère le profit. Et donc on va venir capter en fait de manière outrancière un peu cette attention-là. C'est une part de manipulation parce qu'on vient utiliser les failles un petit peu psychologiques humaines. C'est pas que les gens sont faibles, que les gens sont bêtes, que les gens sont ci ou que les gens sont là. C'est fait, ça a été pensé parce que pour attaquer les failles les plus intimes de notre organisation cérébrale. Cette ressource précieuse qu'est notre temps d'attention est exploitée par tout un pan de l'industrie. Ces activités ont même donné un nom à une nouvelle économie, l'économie de l'attention. Pour Bruno Patino, auteur de nombreux ouvrages sur le numérique, cette économie nous influence.
Il ne s'agit pas du tout d'être ici complotiste, mais il s'agit juste de dire ce que d'ailleurs les ingénieurs et autres vous disent sans aucun problème, de dire attention, ce lien de dépendance ou d'absence de liberté totale par rapport à cet outil, eh bien c'est un produit. C'est le produit d'un certain nombre d'interfaces techniques, de mécanismes de mise en avant qui utilisent certaines connaissances très basiques d'ailleurs en neurosciences pour effectivement qu'on ait en permanence envie de répondre aux sollicitations numériques. L'industrie numérique a mis au point des techniques de persuasion très efficaces pour nous faire passer toujours plus de temps devant les écrans. Il faut éviter les temps morts, surtout éviter les temps morts. Un temps mort, c'est un moment où la personne peut réfléchir, prendre du recul et se demander si vraiment elle n'a pas d'autre chose à faire dans sa vie. Dès que la personne a fini son épisode, il faut tout de suite lui proposer le suivant. Immédiatement. C'est une véritable course aux armes de persuasion. Une surenchère de moyens pour nous garder sous emprise. Vous lisez un texte et puis ça continue, ça continue, ça continue. Si ça s'arrête à un moment, là, pause, vous pouvez basculer sur autre chose. Non, non, il faut garder, il faut capter l'attention. C'est pas évident de l'avoir, l'attention, mais une fois que vous l'avez, il faut vraiment la garder. Les techniques de persuasion nous font oublier le temps passé devant les écrans. Ces méthodes sont tellement intrusives qu'elles peuvent favoriser des conduites addictives. Julien est adepte des jeux en ligne. Il fait partie de ces Français qui ont perdu le contrôle du temps passé devant leur écran. Il souhaite conserver l'anonymat car sa famille ignore sa dépendance au smartphone. Chose un peu malsaine avec les téléphones portables, c'est le côté justement mobile. D'avoir quelque chose comme ça, qu'on puisse transporter, qu'on puisse jouer partout, dans les transports en commun, aux toilettes, au travail. Ça fait que ça réduit le temps sans écran quelque part. Des fois, ça peut monter des fois à 10 heures de jeu par jour, facilement. Julien passe la moitié de son temps sur son téléphone. Et il ignore que son comportement est sans cesse analysé par des algorithmes. Des calculateurs invisibles, programmés pour le tenir en haleine et lui faire dépenser de l'argent, même si au départ, le jeu est gratuit. Effectivement, c'est un jeu gratuit, donc qu'on peut télécharger gratuitement. Et derrière, assez vite, on peut nous mener vers le magasin où on peut acheter des packs, qui là sont payants par contre. Au début, donc, je commence le jeu, c'est assez facile, donc je peux monter facilement de niveau en niveau. Et puis arrivé à un certain stade, ça va être de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est lié à l'algorithme qui est derrière, qui va finalement, en fonction du temps qu'on a passé et des niveaux qu'on a également débloqués, il va complexifier le jeu. À un moment donné, on va être obligé d'acheter un booster pour débloquer le niveau espéré. Plus d'1 million de Français ne parviendraient pas à contrôler le temps passé devant les jeux vidéo. Et parmi eux, beaucoup rencontrent des problèmes d'argent. Julien ne sait plus trop combien cette dépendance lui a coûté. Je pense que ça doit être au moins 5 000 euros, 5 000 euros, minimum, même plus que ça. J'étais obligé de prendre un crédit même à un moment donné. Mais j'ai pas compté honnêtement combien j'ai dépensé, parce que des fois, il vaut mieux pas. Mais oui, c'est plusieurs milliers d'euros facilement. Je sais pas si c'est 10 000, je dirais entre 6 et 10 000 euros peut-être. Julien ne se sent toujours pas libéré de cette dépendance. Non, Julien. Non. Allez-y. Depuis 1 an, il consulte un psychiatre pour tenter de décrocher de son smartphone. Vous diriez addiction pour votre utilisation de jeu ? Au début, ma compagne me l'a très vite dit, que j'étais addict. Moi, je voulais pas me l'avouer au début. Je me considérais comme un passionné. Mais je considérais pas ça comme une addiction, parce que pour moi, l'addiction, c'était plus effectivement les drogues, l'alcool, etc. Donc quelque chose de plus néfaste pour la santé directement. Directement, oui. Voilà. Le jeu, c'est toujours une activité de plaisir pour les patients qui viennent nous voir, ou même pour tout joueur, bien sûr, à l'extérieur. Certains qui ont perdu cette capacité de se limiter dans le temps de plaisir, parce qu'il y a probablement des dysfonctions neuronales qui vont faire en sorte que le cerveau ne soit plus capable, ou le psychisme de l'individu soit plus capable de réguler ça. On va accumuler les conséquences négatives, parce que on dépense trop alors qu'on aurait pu se limiter, ce qui était le cas de Julien, parce que on va passer trop de temps, du coup on a moins de sommeil, parce qu'on va oublier de passer du temps avec sa famille, avec sa compagne. Et ça, c'est des choses qui sont médiées par le plaisir. Le dérèglement neuronal qui provoque la perte de contrôle a été décrit bien avant les jeux vidéo, Internet et les réseaux sociaux. Grâce à une expérience menée sur des pigeons,
le psychologue américain Frederick Skinner découvre en 1954 que l'addiction est due à un dérèglement de la libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Dans la première étape de l'expérience, Frederick Skinner conditionne un pigeon à obtenir une graine à chaque fois qu'il picore une pièce métallique. Le pigeon mange quand il a faim. Puis, le chercheur délivre une graine de temps en temps, par intervalles de plus en plus longs. Cette récompense variable déstabilise le cerveau du volatile qui se met à libérer de la dopamine de façon anarchique. Le pigeon picore 3 fois par seconde jusqu'à 16 heures d'affilée. Il adopte un comportement compulsif. C'est ce qui rend les gens dépendants des machines à sous. Et c'est ce mécanisme-là qui structure souvent le design, le dessin, l'architecture d'un très grand nombre de réseaux sociaux. Alors on ne parle pas de récompense en termes d'argent ou autre, on vous parle de récompense en termes de satisfaction ludique, de rire, d'émotion ou autre. Mais cette succession aléatoire entre des choses qui vous correspondent très fortement, des choses qui vous correspondent pas, des choses qui vous émeuvent, des choses qui vous indiffèrent, etc., fait que petit à petit, vous regardez de façon compulsive, moi-même je le fais d'ailleurs, ces réseaux-là, alors même que d'une certaine façon, vous êtes déjà rassasié. Le dérèglement du système de la récompense est un mécanisme de persuasion très subtil. Il peut transformer rapidement une utilisation raisonnée des écrans en une consommation compulsive. Moins le cerveau est mature, plus le risque de dépendance est grand. Et c'est pour ça qu'il faut informer les enfants de tout ça. Il ne faut pas qu'ils arrivent là-dedans, dans ce monde économique, dans ce monde d'économie de l'attention, sans avoir aucune information, sans savoir ce que c'est que l'attention. Il faut absolument les informer pour qu'ils aient au moins une prise de recul. Et après tout, ils peuvent aller regarder leur série Netflix, mais au moins qu'ils soient informés par une connaissance de ce que ça leur fait. Cette drogue numérique diffusée par nos écrans peut entraîner de graves problèmes de santé, surtout chez les plus jeunes. Troubles de l'attention, retard du langage, problèmes d'agressivité, manque de sommeil et difficultés d'apprentissage. De nombreux parents se sentent désemparés face à ces symptômes. Et ils ne font pas toujours le lien avec une surexposition aux écrans. Quand il n'est pas à l'école, Adam commence la journée par un petit déjeuner devant les dessins animés. Son père occupe le temps, comme beaucoup de Français à ce moment de la journée, sur son smartphone. Tu veux encore du chocolat à la vache? Physiquement, il est là, mais il met la tête ailleurs. Donc, nous, on parle, on discute, mais lui, il n'est même pas là. Et le soir, il fait des cauchemars, il répète tout ce qu'il a vu pendant la journée. Et à chaque fois que je refuse de mettre les Mickey, il fait une crise. À Bondy, en Seine-Saint-Denis, l'hôpital public a ouvert la première consultation dédiée aux enfants qui souffrent d'une surexposition aux écrans. Alors, c'est Adam? Adam, il est là? Ouais. Adam, il est là. Bonjour Adam. Bonjour monsieur. On y va? Allez, courage. La consultation est assurée par le docteur Ozika, une des premières pédiatres en France à avoir lancé l'alerte. Cela fait 2 ans qu'elle suit Adam. Le petit garçon a présenté des symptômes typiques. Vers 18 mois, 2 ans, c'était un petit garçon qui parlait pas. Il disait 1 ou 2 mots, maman, Mickey, Mickey, maman. Il comprenait pas très bien ce qu'on lui disait, voire très peu. Il regardait pas bien dans les yeux, il était très coléreux, il dormait très mal. Et j'ai très vite sensibilisé les parents en disant attention, il y a un problème à l'évidence, entre autres peut-être avec les écrans. Adam était à la maison, restait beaucoup à la maison, premier enfant. Maman sortait pas beaucoup et du coup, comme il adorait les dessins animés, elle avait beaucoup de mal, ce qu'on peut comprendre. On va pas lui jeter du tout la pierre. À arrêter les écrans, parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait, il était très très fâché. À chaque consultation, le docteur Ozika fait le point sur la consommation d'écran à la maison. Si je reprends juste quand il était petit, avant 3 ans, donc c'était au moins 4-5 heures, voire plus, notamment YouTube, la télé. Ouais. Hein, c'est ça, Adam, hein, c'était beaucoup, mais là, tu étais petit, tu t'en souviens peut-être pas beaucoup. Donc avant, tu regardais beaucoup. Là, tu regardes un petit peu moins. Regardez qu'un petit peu. Qu'un petit peu. Il fait ça très bien. Grâce aux efforts accomplis avec ses parents, Adam a fait de nets progrès. La pédiatre lui demande de dessiner une scène de la vie quotidienne.
un moyen de vérifier si l'enfant a comblé une partie des retards d'apprentissage provoqués par la surexposition aux écrans. Il tient très bien son stylo, Adam. Il tient bien la feuille. Ça aussi, si on fait beaucoup de dessins, eh ben, ça aidera pour plus tard pour l'écriture. Je vérifiais qu'à 4 ans, il sait bien tenir son crayon, que ses dessins sont riches. Ça pourrait être un petit peu plus riche, évidemment, mais c'est déjà un bon début. Cette voiture, je suis désolée, moi je trouve qu'elle ressemble bien à une voiture. Elle est chouette. En France, les autorités sanitaires recommandent de ne pas exposer les enfants aux écrans avant l'âge de 3 ans. Pour ce médecin, et pour certains spécialistes, il faut privilégier d'autres activités jusqu'à 6 ans. Quand on passe beaucoup de temps devant les écrans, on se retrouve forcément avec du temps volé au dessin. Si vous ne dessinez pas régulièrement, eh bien vos dessins sont pas très riches parce qu'en fait vous passez tellement de temps à regarder les écrans que c'est ce qu'on appelle du temps volé à d'autres activités. Les écrans vont prendre beaucoup de temps sur des activités qui sont plus nourrissantes. L'activité physique, lire, les interactions intrafamiliales, tout ça, c'est des activités qui sont pour le cerveau, notamment parler avec les gens, parler avec les parents, interagir avec des humains, qui sont des activités qui vont beaucoup plus construire l'enfant et qui vont beaucoup plus permettre son développement. En 6 ans, l'enfant, il apprend à tenir debout, il apprend à tenir en équilibre, il apprend à courir, il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend à écouter, il intègre tout un tas de règles sociales. C'est absolument colossal ce que l'enfant va apprendre. Adam fait des efforts, mais les écrans occupent encore une grande place dans sa vie. Une exposition trop importante, qui questionne aussi celle de ses parents. En fait, l'écran est au quotidien dans les familles. Toutes les familles, on est tous nous-mêmes adultes, on a complètement changé de monde. Et nos enfants, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas impactés. Quand papa-maman regarde son écran, eh ben forcément, bébé va être attiré par ce qui attire le regard de papa-maman. Et donc, il va regarder des fois plus l'écran que le regard de son parent. Il s'endort vers quelle heure à peu près, les jours d'école? 21h30 les jours de l'école. Oui. Jusqu'à 7h30. Le week-end, 23h jusqu'à 10h. C'est trop tard, 23h. Là, il n'arrête pas de bâiller parce qu'on est lundi, il s'est couché trop tard hier soir. Check. C'est-à-dire que tu es d'accord hein, pour tout. Et tu continues à dire à papa et maman, le docteur, il a dit. Avec l'aide de ses parents, Adam sera bientôt sorti d'affaires. Toute la famille a compris que les écrans n'aidaient pas ce petit garçon à grandir. En France, nous avons perdu 1h30 de sommeil en 50 ans. L'industrie numérique cherche à capter notre attention à tout moment, même sous la couette. Jeux vidéo, réseaux sociaux, plateformes de streaming sont en train d'attaquer le dernier espace à conquérir, notre sommeil. Au moment où j'ai le choix entre me faire un autre épisode de série Netflix et dormir, le circuit de la récompense choisit immédiatement. Ce qui est simple, c'est que dans un cas, c'est très embêtant de dormir, et dans l'autre cas, il y a une stimulation. Donc le choix est vite fait. Normalement, cette action doit être compensée par notamment le cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau, qui est là pour prendre un petit peu de hauteur de vue et voir les conséquences à long terme de ce qu'on fait. Donc c'est là où normalement il y aura un coup de frein à main en disant « non mais demain je vais être crevé ». Donc non. Sauf que en fait, ce cortex préfrontal, ce système-là, est moins efficace lorsqu'on est fatigué. Donc, en fin de journée, quand on va être fatigué, on n'a plus cette capacité à résister, et donc le circuit de la récompense va lui être tout seul et prendre les commandes du cerveau. L'emprise des écrans a fini par grignoter nos nuits. Et la menace est encore plus forte pour le sommeil des enfants. L'effet va être encore plus fort sur les petits, parce que il y a une chose à savoir, c'est que ce fameux cortex préfrontal lui-même n'est pas arrivé à maturité chez le petit, donc il va être encore moins efficace pour contrer le circuit de la récompense. Et puis évidemment, les enfants ont besoin de plus de sommeil que les adultes. Donc vigilance maximum sur le rapport aux écrans, l'utilisation des écrans le soir. Je crois que la recommandation d'aller planquer d'aller faire une caisse à doudou où on met les téléphones et tout à partir du dîner, c'est une très bonne recommandation. Avant 18 ans, il est nécessaire de dormir au moins 8 heures par nuit. Un sommeil réparateur est vital pour rester en bonne santé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'activité cérébrale est plus forte pendant certaines phases de la nuit que pendant le jour. Le sommeil, à un moment donné, c'est on ferme. Et quand on ferme, le cerveau, il s'attache aux tâches qu'il n'a pas pu faire pendant la journée. Et c'est là qu'il fait ses opérations de maintenance. Mais à tous les niveaux. Le sommeil, c'est attaché à la santé. Je
Je veux dire, le système immunitaire, voilà, la réparation cellulaire, etc. Tout ça, ça se passe pendant le sommeil. L'hormone de croissance pour les enfants, elle est principalement sécrétée pendant le sommeil. Donc il y a tout un tas de choses au niveau de la santé. Au niveau émotionnel aussi, il y a plein de régulations émotionnelles qui sont mises en place pendant le sommeil. Et puis au niveau cognitif, quand on manque de sommeil, évidemment, le lendemain, on a des troubles de l'attention, on a des troubles de la mémorisation, etc. Allez, on rentre. On va essayer de découvrir comment fixer notre attention et pourquoi quelquefois on est attentif et quelquefois on est moins attentif. Qui peut me rappeler ce qu'on avait fait la dernière séance? Ève. On avait fait les neurones qui aiment, par exemple, regarder les jeux vidéo. Ils l'attirent comme une marionnette vers ce qu'il aime faire. En fait, on va rester accro. Et quand notre maman elle nous appelle pour mettre la table, on va trouver tout le reste trop nul. Dans la classe d'Apolline, une matinée par semaine, il y a une nouvelle matière. Un atelier destiné à apprendre aux élèves ce qu'est l'attention. L'expérience est menée pour faire face à un problème apparu ces dernières années. La difficulté des enfants à se concentrer. Alors, qui peut nous expliquer la poutre? La poutre qui est ici, elle représente quoi, la poutre? Marie? La poutre, elle représente quand on est concentré, on est sur notre poutre et on avance. Et quand on n'est pas concentré, en fait, on tombe de la poutre. Alors la poutre, elle signifie tout votre temps d'attention. Je reste sur ma poutre, ça veut dire que je reste dans l'activité et je suis concentrée sur l'activité que je suis en train de faire. Cette enseignante exerce depuis une vingtaine d'années. Elle a vu les élèves devenir progressivement de plus en plus impulsifs et agités. C'est des enfants qui ne savent pas attendre. On a l'impression qu'ils ne savent pas attendre. Donc en fait, un peu comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que tout est instantané, ils appuient sur une touche, ils ont une réponse. Alors que nous, en classe, on ne peut pas répondre immédiatement à leur attente. Et quelquefois, il faut qu'ils patientent. Ça va être des enfants qui vont beaucoup bouger, ça va être des enfants qui vont se tourner de droite à gauche ou regarder ce qui se passe derrière. On va se recentrer sur nos activités. Je repose mes trousses. Nos neurones aimants, ils ne fonctionnent plus. On n'agit plus comme une marionnette. Je vais vous poser une question sur la maison. Qui est-ce qui, à la maison, a une tablette et s'en sert de la tablette? En France, un enfant de 8 ans reste en moyenne 5 heures par jour devant les écrans. Cette surexposition entrave son développement émotionnel et favorise l'impulsivité. Un enfant est plein d'émotions diverses et variées. C'est extrêmement intense dans sa petite tête. Et il a besoin effectivement d'apprendre au fur et à mesure de ces mois à gérer ses émotions. On apprend malheureusement trop souvent à des enfants à se calmer, parce que ça marche très bien avec l'écran. Et on a trouvé le système on-off pour pouvoir le calmer et lui dire « Allez, calme-toi » et ça marche très bien. Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé en lui la capacité de pouvoir s'auto-réguler. Et pour un enfant, c'est absolument essentiel. Cette agitation est aggravée par le contenu des programmes. Même quand ils sont adaptés aux plus jeunes, ils répondent au code de l'industrie de l'attention. Les dessins animés font une large place aux scènes d'action pour mieux capter l'attention des jeunes téléspectateurs. Et les publicités ciblées utilisent des techniques de persuasion. Le système attentionnel de ces générations-là est tellement atteint que vous êtes obligé de faire des publicités de plus en plus courtes, 8 à 10 secondes, pour pouvoir les capter, pour ne pas les perdre. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils sont à un tel niveau de saturation sensorielle, ils sont à un tel niveau de saturation attentionnelle, que pour arriver à capter leur attention, il va falloir aller sur des niveaux de stimulation et des pubs et des contenus qui sont beaucoup plus trash pour arriver à sortir du bruit de base. Parce que ce que nous, on considérait comme étant une stimulation sensorielle importante, c'est devenu une sorte de bruit de base. Et donc, il faut sortir de ce bruit. Au bout d'un moment, ça devient problématique. L'atelier destiné à améliorer les capacités attentionnelles des élèves est pratiqué dans près d'1 millier d'écoles en France. Et de plus en plus d'établissements en font la demande. Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences, est l'auteur de ce programme. Pour lui, le temps est venu de déculpabiliser les enseignants et de responsabiliser les élèves. Il y a un grand débat en ce moment, savoir si c'est aux enseignants d'en faire des caisses pour attirer l'attention des élèves, complètement changer leur façon de faire les cours et tout. Je pense que c'est une impasse parce qu'à un moment donné, on est responsable de sa propre attention. On n'est pas toujours dans des situations où tout est rigolo et tout est immédiatement attractif.
Donc je pense qu'il faut rendre l'élève maître de sa propre attention avec une responsabilité, que ce soit sa décision d'être attentif. On n'oblige pas les enfants à être attentifs, on leur propose des outils pour qu'ils puissent reprendre ce contrôle-là s'ils décident d'être attentifs. Quand les élèves grandissent et qu'ils deviennent des étudiants, le temps consacré aux écrans grandit lui aussi, passant de 5 heures par jour à plus de 8. La connexion est omniprésente dans leur vie, y compris sur les bancs de l'université. L'attention des jeunes adultes est continuellement parasitée par des outils numériques. Vous avez compris pourquoi j'ai choisi les 25 650 et 4 275. C'est-à-dire, la troisième facture, elle va être comme ça. Quand vous êtes enseignant, vous êtes maintenant devant un mur d'ordinateur, avec en plus le portable posé à côté. Alors ces étudiants, ils sont ce qu'on appelle en multitasking, c'est-à-dire ils font plusieurs choses en même temps. Donc ils ne sont pas du tout en dehors du cours, ils sont là et pas là en même temps. C'est-à-dire qu'ils prennent des notes en vrai, mais ils sont aussi en dialogue sur Messenger, sur Facebook ou ailleurs. Est-ce que faire plusieurs choses en même temps vous fait moins participer à l'agora d'une classe? Ça, c'est absolument certain. Or l'agora, la conversation en sens où elle permet petit à petit de construire un savoir, une opinion, une distance par rapport à ce savoir, est absolument centrale dans la transmission. Dans cette université, l'heure de la révolte contre les écrans a sonné. Ils sont une poignée d'enseignants qui ont pris la liberté de faire cours comme il y a 20 ans. Pas de téléphone ni d'ordinateur sur les tables. In this extract, I would say it's more about a comparison between black mother and white mother and what. Pour ce professeur d'anglais, bannir les écrans des salles de classe est devenu une nécessité. J'ai 46 ans, j'ai fait un certain nombre de choses dans ma carrière au niveau de l'enseignement et de la recherche, et je pense que j'ai un certain nombre de choses à transmettre aux étudiants. Et que bien évidemment, si les étudiants sont sur Facebook ou alors s'ils envoient des textos sur leur téléphone portable, moi ça je peux pas leur transmettre, quoi. Donc je peux même pas faire mes preuves en fait. Leur montrer que ce que j'ai à leur dire, c'est peut-être effectivement intéressant. Moi, je dis, et je pèse mes mots, que je pense qu'un certain nombre d'enseignants, donc chercheurs en France, dans l'université, achètent d'une certaine manière le silence de leurs étudiants par le biais, effectivement, de ces ordinateurs et de ces téléphones portables. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. Ces étudiants ont toujours vécu avec les outils numériques. Ils utilisent leur ordinateur portable pour prendre des notes le reste de la semaine. Mais ici, ils découvrent les avantages d'un cours sans écran ni smartphone. Il est intéressant d'écrire vraiment à la main la phrase, de pouvoir entourer, faire des flèches, comprendre un principe ou un processus particulier que en tapant à l'ordinateur, c'est pas toujours évident de surligner, entourer, faire des graffitis particuliers sur le cours pour pouvoir vraiment le mémoriser correctement, parce qu'il y a des personnes qui retiennent mieux avec des couleurs, qui sont plus visuelles, qui sont plus... etc. Moi, j'ai fait 3 ans de prépa avant de venir ici, et on n'avait pas le droit justement aux ordinateurs, parce que les professeurs voulaient qu'on écrive et qu'on s'entraîne pour la grammaire, l'orthographe. Et j'avais l'impression qu'on retenait mieux, parce que justement, on écrivait, on se forçait de ficher après, donc on était constamment en train d'écrire et on retenait beaucoup mieux les cours. La prise de notes à la main est plus lente et laborieuse. Mais pour cet enseignant, c'est justement la clé d'une meilleure assimilation. Moi, si je prononce une phrase en anglais avec un mot qui serait un mot A, B, C, D, E, F, pour synthétiser ma pensée, l'étudiant va devoir utiliser le mot A, le mot C et puis le mot M, par exemple, un mot que je n'aurais pas utilisé. Et si effectivement je fais un cours en anglais, cet étudiant va devoir aller puiser dans son stock lexical à lui pour précisément synthétiser ma pensée. Alors que si ce même étudiant avait tapé à l'ordinateur, il aurait absolument tout tapé. Le cerveau doit fournir une attention soutenue pour synthétiser un cours retranscrit manuellement. Pour les neurosciences, l'effort favorise une bonne mémorisation. Qu'est-ce qui fait que le cerveau va retenir ou pas? Et l'un des facteurs, et le facteur important, c'est est-ce que ça m'a coûté cher pour acquérir cette information? Et le coûter cher pour le cerveau, l'effort, ça se mesure en termes attentionnels. C'est-à-dire que quand le cerveau a mis beaucoup d'attention sur une tâche, il va avoir tendance à la mémoriser mieux. La main, elle coûte. La main, elle coûte à 2 niveaux. D'abord, c'est un effort physique. La main, elle coûte parce qu'elle ne peut pas prendre aussi vite que la parole. Donc, non seulement elle demande un effort, mais elle demande un effort attentionnel plus important parce qu'elle demande à tout de suite résynthétiser ce qui rentre.
C'est-à-dire que vous ne rentrez pas en verbatim ou beaucoup moins en verbatim qu'avec un clavier et vous êtes obligé de reformuler. Et cet effort de reformulation et cet effort physique lié à l'usage de la main fait qu'on va retenir beaucoup mieux quand on va écrire avec la main que quand on va écrire avec un clavier. Faut-il bannir les écrans de nos vies pour préserver notre cerveau? Des chercheurs en neurosciences pensent au contraire que les écrans peuvent muscler le cerveau. À Genève, une équipe de scientifiques observe les effets des jeux vidéo sur les neurones. Le résultat d'une étude prouve que certains jeux d'action peuvent développer des capacités d'attention. Donc, il y a 2 ordinateurs qui sont prêts, donc je vous laisse choisir votre emplacement. Je vais vous faire jouer à un jeu que vous connaissez probablement pas, qui est un jeu qui date de 2004, qui est un jeu d'action. Donc c'est un jeu de tir à la première personne, comme vous avez l'habitude d'en jouer chez vous, j'imagine. Et le but, c'est d'estimer votre niveau dans le jeu vidéo, parce qu'on va vous faire des tâches de laboratoire ensuite, des tâches d'attention, qui vont nous permettre de voir si le jeu vidéo a eu un impact positif ou négatif sur votre attention. Donc vous pouvez mettre les casques, et à partir du moment où vous commencez à tirer, le jeu commence. Dans la première étape de l'expérience, les participants jouent 10 minutes en réseau. Leurs scores seront comparés à la fin de la partie pour savoir s'ils sont des joueurs confirmés ou débutants. Après cette phase de jeu, ils passent au test cognitif. Je vais vous inviter à me suivre. On va passer à la deuxième partie de l'expérience qui va se passer dans le laboratoire. Et donc là, on va mesurer vos capacités attentionnelles avec des tâches standardisées. Dans la seconde partie de l'étude, les volontaires accomplissent tous à tour de rôle le même exercice. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au milieu de ce cercle gris, il va y avoir des petits points, des petits smileys jaunes et bleus. Le but, pour toi, ça va être de suivre les smileys bleus. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont se mettre à bouger. Ensuite, tous les smileys bleus vont devenir jaunes, comme les autres. Et puis au bout d'un moment, le mouvement va s'arrêter et un des smileys va avoir un point d'interrogation et tu devras dire s'il était bleu ou jaune au départ. Imaginez-vous à la place du participant. Il s'agit de suivre les 2 pastilles bleues, qui soudain deviennent jaunes comme les autres. Puis, les points s'arrêtent de bouger. Un seul devient gris avec un point d'interrogation. Était-il bleu ou jaune au départ? Vous avez trouvé? La bonne réponse est bleu. La différence entre les gamers et les non-gamers, c'est que typiquement dans un essai où il y a 5 points bleus au départ, un gamer va y arriver avec une bonne performance, alors que les non-gamers, avec 4 points bleus au départ, ils ont déjà des difficultés. Cette étude démontre qu'un mécanisme de plasticité cérébrale augmente les capacités d'attention des joueurs chevronnés. À force d'entraînement, de nouvelles connexions neuronales se sont formées. Alors dans une tâche comme ça, ce qu'on utilise comme région cérébrale, c'est essentiellement les réseaux fronto-pariétaux. Donc on a des régions frontales et des régions pariétales qui communiquent et qui permettent d'augmenter le contrôle attentionnel. Et ce qu'on a observé quand on compare des gamers et des non-gamers en IRM dans des tâches attentionnelles, c'est que pour des mêmes performances, des gamers vont avoir beaucoup moins d'activité dans ces réseaux. C'est-à-dire qu'ils ont automatisé et donc ils peuvent aller plus loin en termes de capacité et de performance. Passer des heures à jouer derrière son écran développerait donc des capacités d'attention particulières selon les conclusions de cette étude. Mais de quelle attention parle-t-on? Ça va développer un certain type de compétences qui sont celles qui sont utiles pour ce jeu-là. Après, je sais qu'à un moment, on avait dit donc ça développe l'attention, les jeux vidéo. Attention, il faut bien voir de quelle attention on parle. Là, on parle d'une surréactivité à des dangers, voilà, pour aller dégommer des monstres, qui n'est pas du tout le même type d'attention que celle qui est mise en jeu quand vous êtes en train d'écouter quelqu'un ou dans une relation sociale. C'est l'inverse de la concentration. La concentration d'un gamin qui se met sur un problème ou qui lit ou qui fait autre chose, c'est l'inverse. Il va falloir qu'il se ferme absolument au monde extérieur. Jouer aux jeux vidéo, c'est bon pour ces activités-là visuelles. Je ne sais pas à quoi ça peut servir dans la vraie vie, mais admettons que ça serve à quelque chose. Par contre, pour la concentration, c'est extrêmement délétère. Notre distraction par les écrans n'a jamais été aussi forte. Mais pendant les 2 mois de confinement dus à la pandémie de coronavirus, les écrans nous ont aussi permis de maintenir un lien avec les plus fragiles, les personnes âgées et dépendantes, isolées de leurs proches pour préserver leur santé, ont pu garder le contact grâce à Internet quand c'était possible. Pendant cette période exceptionnelle, les écrans nous ont entourés, à tel point que nous avons eu l'impression de vivre dans une bulle numérique. Occasion inédite de tester notre seuil de tolérance. J'ai l'impression qu'on est tous passés par le même
par le même cycle, on va dire, c'est-à-dire dans un premier temps un quasi-émerveillement ou soulagement d'avoir tous ces écrans à disposition. Et paradoxalement, ou plus exactement, je pense qu'à mesure que le temps passait, c'est la fatigue qui s'est fait sentir. C'est-à-dire quand on a enchaîné des visioconférences de travail avec des apéritifs amicaux sur écran et pour terminer, une bonne série sur l'écran aussi. Tout ça, à un moment donné, donne une impression d'irréalité et de très grande fatigue. L'emprise va-t-elle se poursuivre? Verrons-nous un jour la réalité seulement à travers les écrans? Il est temps de réagir, de reprendre le contrôle de nos vies. Sans prise de conscience, les effets sur notre santé pourraient devenir encore plus graves. On va vers une course aux armements donc pour capter l'attention et on aura tous notre casque de réalité virtuelle tout le temps, en train de se donner des petits shoots de séries, de trucs marrants, constamment, quoi. Il n'y aura plus aucun contact avec le monde extérieur qui aura perdu la bataille. Donc on sera dans un gavage, avec en plus une source de produits de gavage, on va dire, infinie. Donc ce sera même pas qu'on sera sur un produit qu'on consomme tout le temps, c'est qu'en plus on y passera le moins de temps possible pour pas passer à côté des autres. Donc il y aura en plus une sorte de zapping permanent. Donc il y aura plus d'approfondissement possible, il y aura plus de réflexion, il y aura plus rien. On sera comme des oies, en attendant qu'on nous prenne notre foie pour faire du bon foie gras. Mais j'y crois pas, je pense qu'il y aura une rébellion. Comment se reconnecter à la réalité? Sortir de cette emprise des écrans sur nos vies. Une famille a décidé de tenter l'expérience. Grands-parents, enfants et petits-enfants veulent, le temps d'une journée, reconquérir un peu du temps volé par les écrans. Et cela commence par une prise de conscience. J'ai un temps d'écran qui quelquefois s'affiche et je suis stupéfaite de voir que je passe peut-être plus de temps que je ne pense en réalité. C'est vrai que c'est devenu un réflexe. Je me dis qu'il faudrait que je me force à le mettre de côté pour justement faire autre chose. Parce que c'est des habitudes et c'est des réflexes, alors qu'on pourrait faire des trucs plus sympas. Pour lever les yeux du téléphone portable et ne plus penser aux écrans l'espace d'une journée, Caroline a réservé une surprise à ses enfants et à ses parents. Ils ont rendez-vous avec Sandrine, organisatrice de cure de détox digital au grand air, pour une randonnée au soleil et sans GPS. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez décidé de débrancher quelques heures, de respirer. Oui. Vous êtes prêts? On est prêts. Super prêts. Super. Je vais vous remettre une pochette à chacun pour ranger votre smartphone. Pour ne pas vous laisser tenter. Allez. Alors qui a un smartphone à ranger? Aïe, 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 c'est... On peut regarder une dernière fois? On l'éteint, allez. Pour l'instant, on le vit bien. À suivre. Bon, mais on sait quand même que ça durera pas trop longtemps. Vous êtes prêts? Ouais. Toute la famille part pour une balade en forêt. Sans téléphone pour se guider, le jeu de piste est l'occasion d'initier Zoé et Maxime à l'observation de l'environnement. La balade permet aussi de soigner cette anxiété de passer une matinée complète sans regarder un écran. On va reprendre la carte. Il faut qu'on trouve un endroit où on coupe du bois. Donc tu vois, là on est quelque part au milieu de la forêt. Regarde, peut-être que si on sort de la forêt là-bas, on va pouvoir retrouver la scierie. On a remarqué qu'une des choses qui nous empêchait de débrancher vraiment, de lâcher le téléphone, c'était la peur du vide, quoi. Dès qu'il y a un moment de libre, on l'occupe avec le téléphone. Donc on a remédié à ça en proposant une activité, un but, une mission pour qu'il se passe quelque chose. Et petit à petit, on souffle. Et dans un second temps, on n'a plus vraiment besoin de cette activité. On peut à nouveau être bien avec le vide et l'apprécier. Finalement, le remplir avec des bruits, des sons, des sensations, une vision différente de notre environnement. Il se passe quelque chose. Allez Zoé, on te suit, c'est par là. Assez vite, les premiers effets de la déconnexion se font sentir. L'angoisse de ne plus être joignable a cédé la place au plaisir d'être reconnecté à la réalité. J'y pense plus. J'y pense plus, on est occupé, on est dans pleine nature. C'est top. On est bien, on est en famille,
On partage un moment tous ensemble. On se sent libre. On se reconnecte là, avec des choses complètement naturelles. On regarde les arbres, on regarde ce qui se passe au sol, on regarde les pas, on regarde des choses qu'on ne regarde plus. Grâce à une seule matinée sans connexion, cette famille a renoué avec le bonheur simple d'une balade en forêt. À la fin de la journée, certains ont même une petite gêne à se précipiter sur leur téléphone. Tu veux que je m'attache? Toi qui partages. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce téléphone? Plein de notifications. Quelque chose. C'est rien. Encore une. Reprendre goût à la vie sans les écrans. Être capable de se déconnecter volontairement de temps en temps. C'est le défi qui se présente aux générations futures. Je pense qu'il y a une génération qui a vraiment été massivement exposée parce que aucune prise de recul, c'était tout nouveau, tout beau. Et là, on va arriver vers une deuxième génération qui est quand même un peu plus expérimentée et plus raisonnable vis-à-vis de tout ça. Et c'est dur d'être raisonnable. Tu vois la grande montagne là-bas? Ouais. Alors tu vois, le vent, il souffle, hein. Il va de la gauche, là, vers la droite. Ça peut avoir l'air banal, je pense que c'est extrêmement important et que la limitation de la connexion dans le temps, c'est-à-dire il y a des moments, pas plus de X heures par jour, et la limitation de la connexion dans l'espace, il y a des lieux où on apprend à ne pas se connecter, est une nécessité. Et je suis suffisamment optimiste pour penser que dans 10 ans, ça nous paraîtra une évidence et on se dira, bah oui, c'était normal de le faire.